Avec nous en direct sur ce plateau, Chantal Le-Ruyer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous publiez Un voile sur le monde. C'est un livre qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Ce voile, ça pose beaucoup de questions en France et au fond, personne n'a la même lecture de ce voile. Est-ce que ce voile est un objet politique ou est-ce que ce voile est un objet religieux? Eh bien, on peut dire aujourd'hui qu'il peut être ce qu'on veut. Mais il faut se demander comment ça démarre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le portent en pensant que c'est un objet religieux. Il y en a d'autres qui savent que c'est un objet politique. C'est devenu... il y a une grande réussite de la part des islamistes, c'est d'avoir fait croire que c'était un objet musulman coranique. Vous voyez? Ça, non. Alors c'est quoi le voile alors? Alors, moi, je suis née en Tunisie. Ma grand-mère était voilée. Mais ma grand-mère n'était pas musulmane. Elle était juive. Le voile, c'est un objet patriarcal autour de la Méditerranée qui a beaucoup sévi. Et puis, quand j'étais petite, en Tunisie, au milieu des années 50, toute petite, j'ai vu Bourguiba enlever le voile des femmes. Je l'ai vu aux actualités, au cinéma, et ailleurs, on l'a aboli. Dans les autres pays musulmans, en Iran, j'insiste, en Turquie, et en Bosnie aussi, il a été aboli. Et pourquoi il a été aboli? C'est parce que la plupart des leaders musulmans voyaient dans ce que Bourguiba appelait un épouvantable chiffon. Il appelait ça comme ça, l'épouvantable chiffon. Voyez la cause, le symbole de l'arriération musulmane qui avait permis la domination occidentale. Et donc, il disparaît. Il disparaît de mes yeux, de vos yeux, des yeux de tout le monde. Et qu'est-ce qui le fait revenir alors, ce voile? Eh bien voilà, c'est ça que j'ai été chercher. Parce que c'est un phénomène extraordinaire, un truc qui disparaît. Et 30 ans, 40 ans après, non seulement il revient, mais il revient dans les endroits où on ne l'avait jamais vu. Il revient partout et sous une autre forme. Ça, j'insiste, c'est pas le même voile. Parce que celui de ma mémé, il était crème. Ça s'appelle un sefseri en Tunisie, et les autres femmes le portaient comme ça. C'était un truc en soie, crème. Enfin, je ne vais pas dire que c'était pas mon type de mode, mais comment vous dire, ça n'était pas cette agression du noir, du sombre, ces voiles noirs qu'on voit partout. La couleur, c'est important? La couleur montre qu'on n'est pas là pour rigoler, quoi. C'est quand même... Le noir, c'est le symbole pour vous. Qu'est-ce que ça symbolise? Non, le noir, pour moi, ça symbolise l'Iran. Ça symbolise Khomeini. Parce que ce qui se passe avec la révolution islamique en 1979, c'est quelque chose d'inouï. C'est la première révolution islamique et dans le monde entier, les musulmans ont l'impression de sortir de l'humiliation. Et Khomeini, lui, est obsédé par le voile, le tchador. Et il en fait un objet constitutionnel. Ça, c'est jamais vu. Il le met dans la loi. Il le modernise. Vous comprenez? En faisant comme ça, il le modernise. Et pour moi, à partir de ce moment-là, il devient non pas le 6e pilier de l'islam, non, parce qu'il y a énormément de musulmanes qui ne sont pas voilées et elles ne sont pas moins musulmanes que les autres. Il devient le 6e pilier de l'islamisme. Voilà. Mais l'Iran, c'est loin de nous. Ce qui se passe en Iran, c'est loin de nous. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, en France, de plus en plus de femmes mettent le voile? Alors, l'Iran, c'est pas si loin de nous, et le monde, et moi, c'est ça qui m'a... C'est pour ça que j'ai fait la moitié d'un tour du monde, hein, pour essayer de comprendre comment les choses s'étaient agencées. Vous savez, moi, j'ai été très longtemps reporter de guerre, grand reporter, et donc, la géostratégie, ça m'intéresse. Et bien, le voile a une géostratégie, et vont intervenir des choses très étonnantes, comme la guerre froide. Alors, qui pouvait imaginer que... Voilà, alors je vous explique comment... En Arabie Saoudite, on devient riche. Le pétrole permet une l'émergence d'une nouvelle caste, en fait. Plus que ça, une volonté de pouvoir, une envie d'impérialisme. Et en face, on a Nasser, au même moment, lequel est séculariste et représente le socialisme. Vous voyez? Et donc, c'est ce qu'ils appellent la mini-guerre froide. Entre Nasser et les Saouds, il va se passer une guerre que les Américains vont soutenir du côté saoud, qui eux vont faire une ligue islamique où ils vont mettre tous les islamistes de la terre et les Américains vont applaudir.
parce que ça va permettre de porter un coup à Nasser. Alors, du côté de Nasser, ça c'est une histoire que j'aime raconter, parce que j'ai fini par la comprendre peut-être 25 ans après. Je suis sûre que parmi vos spectateurs, il y en a beaucoup, beaucoup, qui ont vu cette vidéo de Nasser en train de parler devant la foule et en train de rire aux larmes en racontant sa conversation avec le chef des frères musulmans qui l'ont aidé à déposer le roi d'Égypte. Lui, il n'est pas encore le raïs, il est juste un des officiers. Et alors, il dit comme ça, il en a des larmes d'hilarité. Il dit, la seule chose qu'il m'a demandé pour commencer, c'est oblige les femmes à porter le voile quand elles sortent. Et alors, il y a un type dans la salle qui dit, mais qui le porte lui-même. Tout le monde hurle de rire. Et en fait, personne n'a compris ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Les frères musulmans, ce sont les premiers à avoir pensé à une révolution de tissu. Parce qu'il n'y en avait plus. Une révolution de tissu. Ah oui, oui. Il n'y en avait plus de voile en Égypte. Il n'y en avait plus. Et depuis longtemps, la première femme qui s'est dévoilée, c'est une Égyptienne, qui était d'ailleurs une nationaliste, et c'était dans les années 20, vous voyez. Et ils ont pensé à une évangélisation par le voile, qui allait montrer que leur islam, parce que ce sont eux qui ont inventé l'islam politique, l'idée d'internationaliser l'islam politique, que leur islam se verrait sur les femmes. Et il y a d'ailleurs des livres qui racontent que quand on rencontre ces femmes qui sont habillées à la manière des sœurs musulmanes, on sait à quoi elles appartiennent. Et pour eux, l'autre islam n'est plus l'islam valable. Alors il se passe encore un autre truc, c'est que notre ami Nasser a droit à essayer de se faire zigouiller par les frères musulmans, et il ne le prend pas bien. Et donc, soit il les met en prison, soit il les exile. Et ils vont tous chez les Saouds, en Arabie Saoudite. Et les frères musulmans des Égyptiens, c'était des ingénieurs, des médecins, c'était des gens éduqués. Et donc, ce qu'ils apportent en Égypte est absolument énorme. Parce que ils font grimper le niveau, en fait, de la société égyptienne. Et alors, ils font un contrat de la société saoudienne. Saoudienne, pardon, oui. Voilà. Ils font un contrat avec les Saouds, parce qu'eux, ils sont quand même plus justice sociale, ce qui n'est pas la tasse de thé des Saouds. Ils font un contrat avec eux. On ne se préoccupe pas du social, mais on se préoccupe de répandre l'islam. En fait, l'objectif, c'est de répandre l'islam et de le montrer. L'islamisme. En plus, quand je dis l'islam, je m'excuse auprès des musulmans. C'est l'islamisme. Et il s'agit de le montrer, surtout. Il s'agit que ce soit visible. Et le voile sert à ça. Écoutez, il y a une femme qui s'appelle Mariam Namazi, qui m'a ouvert un boulevard de lumière. C'est une femme formidable. C'est une Iranienne qui est à Londres, un réfugié à Londres, et qui était le porte-parole de Not in my name, pas en mon nom, qui a arrêté parce qu'ils étaient trop menacés, et qui m'a dit, et qui continue, elle est formidable cette femme, elle me dit, mais on a fait pareil avec les homosexuels, la Gay Pride, hein. On leur a dit, allez-y, en slip, mettez-vous... Et tout le monde s'est habitué. Le voile des islamistes, c'est une normalisation de leur islam dans la rue. Voilà. Alors, qu'elles le sachent ou pas, les femmes... Mais oui, mais j'ai envie de vous dire que les femmes qui le portent aujourd'hui n'ont pas forcément ça en tête non plus. Eh bien, c'est ça le succès. Je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. Mais moi, je vais vous dire aussi que la confrontation ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on voit bien, maintenant, c'est les petites filles, depuis 5-6 ans. C'est une nouveauté, hein. Et puis voilà qu'on attaque... Il y a des lois qui sont en préparation pour essayer... Non, il n'y a pas eu de loi. Non, il n'y a pas eu, mais il y a des tentatives pour essayer d'empêcher ça. Oui, en France, en tout cas. Alors, il faut bien être honnête sur le fait que si elles veulent en faire un objet religieux, ici, on est dans la liberté du culte. Elle dit, ah ben c'est un objet religieux. Moi, si je décide qu'il me faut une plume dans chaque oreille comme objet religieux, je peux aussi. Et elles ont le droit de le porter. La France... Et pour la liberté du culte. Mais la confrontation, il va falloir savoir comment réagir. Parce que maintenant, c'est le burkini aussi. À chaque fois, ça va être un bélier pour enfoncer... Et l'objectif, c'est quoi, au fond? L'objectif final, c'est quoi? C'est qu'on accepte, que la société française accepte à chaque fois de faire un pas de plus? Ah oui, mais peut-être plus qu'un pas.
Le problème, c'est que l'objectif final, il suffit de lire les écrits des frères musulmans dans les années, c'est une révolution mondiale. Donc, mais il y a quelque chose aussi que j'aime bien raconter parce qu'on se rend pas compte que, alors la France est une cible parce que c'est la seule qui a cette loi de 2004 qui interdit tout objet religieux ostensible, dont le voile, à l'intérieur des écoles et dans les institutions publiques. Eh bien, quand la commission Stasi est partie en enquête sur ce sujet, je peux vous dire, elle n'était pas du tout prête à interdire quoi que ce soit. Bon, pas un petit foulard. Et en fait, elle s'aperçoit en travaillant sur le terrain que c'est une stratégie volontaire contre l'école républicaine des frères musulmans. D'où la loi. C'est comme ça qu'elle vient. Et elle ne vaut pas que des amis. Voilà, elle ne nous vaut pas que des amis, cette loi-là. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut se battre contre le voile ? Écoutez, je pense qu'il faut se battre de toute façon contre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que ça tourne pas terrible. Hein. Mais est-ce que c'est un danger, le voile ? Est-ce qu'il faut se battre ? Alors, c'est pas un danger, c'est un piège. C'est pas pareil. Hein. Il y a 2 pièges qui ont été inventés la même année. Ça m'a frappé. Et d'ailleurs, c'est l'année du bicentenaire. En 89, vous avez à Londres la fatwa contre Rushdie et à Creil, les petites filles avec des foulards. C'est la même année. Et moi, je dis, blasphème et voile, c'est le couple infernal. C'est celui contre lequel on a beaucoup de mal à réagir. Votre livre s'appelle « Un voile sur le monde » et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci Chantal de Rieder d'avoir été avec nous pour nous expliquer d'où vient le voile. Parce qu'on en parle beaucoup sur les plateaux, on dit beaucoup de bêtises, souvent d'ailleurs sur le voile. C'est pour ça que je me suis mis Moi, j'avais quitté le journalisme. Je suis scénariste maintenant. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai fait ce livre pour moi et pour vous. Et vous avez bien fait.